Merci beaucoup pour l'invitation, pour les mots d'introduction. Il faut que je bascule là-dessus. Comme disait Benoît, j'ai beaucoup d'exemples. Mais comme ne l'a pas dit Benoît, je fais aussi beaucoup d'exposés en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai l'impression parfois de répéter. Alors aujourd'hui, quand on m'a demandé un thème, je me suis dit, parce qu'on présente souvent les choses abouties en fait, les choses un peu finies. Aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt des choses en cours. Donc il y a un petit côté, des choses qui ne sont pas encore complètement comprises, mais par contre c'est des choses sans doute que j'ai encore pas beaucoup présentées, donc il y aura un petit côté frais à tout ça. Donc quand je dis j'ai beaucoup d'exemples, c'est autour d'une même technique en fait, utiliser l'imagerie non destructive aux rayons X, et comme c'est non destructif, on va voir que ça permet de faire des essais in situ. Donc c'est ça le thème général. Après je vais le décliner sur principalement deux gros exemples et ça tombe bien parce que ce sont des exemples en collaboration un peu francilienne. Et puis si j'ai le temps, j'ai aussi deux autres moins franciliens mais tout aussi intéressants. Donc je travaille à l'INSA avec deux personnels techniques, Jérôme et Justine, avec un certain nombre de... Enfin là c'est une liste un peu restreinte aux exemples que je vais montrer, hein, mais Christophe Le Bourlot, Sylvain Dansette et Xavier Boulna sont des maîtres de conf à l'INSA. Et puis il y a aussi évidemment les thésards dont je vais présenter les résultats. Donc voilà ce que je vais commencer par faire une introduction, en fait, rappeler un peu le principe et faire juste un tout petit peu peut-être d'histoire, enfin ma vision de l'histoire de ces méthodes. Et puis ensuite j'aborderai donc principalement deux gros exemples sur les plaques de plâtre et sur les ficelles. Donc un avec le LMT et un avec MSS Math. Et puis si j'ai le temps, je parlerai un petit peu de batterie et le plus récent des exemples puisqu'il date de lundi. Alors, je vais parler d'imagerie aux rayons X, par tomographie aux rayons X. Je voudrais juste situer ça dans les méthodes d'imagerie 3D qui sont aujourd'hui disponibles à l'ingénieur ou aux chercheurs dans le domaine des matériaux, entre autres. En fait, il y a deux types de méthodes. Il y en a qui sont assez anciennes. Les méthodes destructives où on polit l'échantillon, on fait une photo et puis on continue à polir, etc. Ce qu'on appelle serial sectioning, elles existent depuis longtemps. Et puis, la tendance moderne, ça a été vers le faire à plus fine échelle, dans des MEB par exemple, voire le faire jusqu'à l'échelle atomique dans la sonde atomique tomographique. C'est très intéressant en termes d'échelle couverte, mais le problème c'est que c'est destructif, donc ça ne permet pas de faire des essais in situ. Donc pour faire des essais in situ, on s'oriente plutôt vers des méthodes non destructives, bien sûr, et moi je vais me focaliser sur les méthodes qu'on appelle par transmission-rotation. En fait, on envoie quelque chose, enfin un faisceau à travers un échantillon pour faire ce qu'on appelle des projections, et au lieu d'en faire une, on en fait plusieurs à différents angles de vue de l'échantillon, ce qui permet de reconstruire la structure interne. Et moi, je fais ça principalement. Alors, on peut le faire avec des électrons, on peut le faire avec des neutrons, mais moi, je vais vous montrer principalement des exemples avec des électrons. Des rayons X, pardon. Alors juste, le principe c'est ça en fait. Si vous avez une source de rayons X qui est ici, et un détecteur de rayons X qui est là, vous pouvez faire une acquisition en cours d'une rotation. Alors là, je fais comme dans l'imagerie médicale, c'est-à-dire que l'objet ne tourne pas et le tomographe tourne autour. Mais vous voyez qu'à chaque angle de vue, la ligne du détecteur qui est ici enregistre un profil d'intensité qui varie. Et ce profil d'intensité qui varie, si on le trace en fonction de l'angle, dans tous les angles consécutifs, on obtient ce qu'on appelle un sinogramme pour la ligne considérée. Hein. La ligne considérée, c'est-à-dire le plan qu'on est en train d'observer, sachant qu'on peut imaginer que l'échantillon il est étendu en dehors de l'écran et en dessous de l'écran. Ici, si on a un détecteur avec uniquement une ligne, on va reconstruire cette coupe. Bon, ensuite, les détecteurs modernes sont plutôt des ensembles de lignes qui permettent de reconstruire tout le volume de l'échantillon perpendiculaire au tableau. Donc, mais le principe de base, c'est quand même ça, parce que quand on a compris pour une coupe, on a compris pour toutes les coupes. Donc, on acquiert des sinogrammes qui sont des modulations d'atténuation
la plupart du temps, enfin de la façon la plus simple. Et puis ensuite, il y a une étape de reconstruction où on prend le sinogramme et on le rétroprojette. Alors on passe dans l'espace de Fourier, on filtre et on le rétroprojette et on arrive à reconstruire. Alors avec un certain nombre d'erreurs, des artefacts, mais c'est de cette façon-là qu'on peut reconstruire la coupe de manière non destructive, puisque les rayons X sont plutôt non invasifs. Alors il faut faire attention, il ne faut pas en prendre trop quand même. Mais en général, ils sont à peu près non invasifs, beaucoup moins invasifs à mon avis que les électrons d'ailleurs. Mais donc c'est une méthode non destructive qui va nous permettre de reconstruire le volume d'un échantillon, si vous avez compris ce principe. Alors, un peu d'histoire maintenant. Donc je vous ai dit, ça a commencé dans les années 70 avec l'imagerie médicale, ce qu'on appelle le scanner à l'hôpital, quand on va passer un scanner. C'est exactement ça. En sciences des matériaux, on a commencé à pouvoir l'utiliser. Alors en réalité, on l'a utilisé avant, des scanners médicaux, mais dans certaines applications particulières. Par exemple, en mécanique des roches. Ça a commencé un peu avant les matériaux au sens de ceux qui sont un peu traités, on va dire, dans la fédération et en Rhône-Alpes aussi. Pour avoir une résolution de quelques microns qui sont nécessaires à observer ces matériaux, en fait, il a fallu attendre l'avènement de tomographes sur les synchrotrons, parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à avoir la bonne résolution sur les scanners de laboratoire. Donc au milieu des années 90, la première étude, je pense, puis ensuite une étude que nous, on a faite. En France, ça s'est beaucoup développé grâce à la ligne ID19 à l'ESRF. On en parlait un peu tout à l'heure avec Benoît. Et depuis entre les années 2000 et les années 2019, ce type d'imagerie s'est développé de manière exponentielle. De plus en plus de possibilités et du coup, de plus en plus de personnes intéressées et de plus en plus de difficultés pour accéder à ces dispositifs. Alors ce qui s'est passé, c'est une amélioration technique. La résolution, elle est passée de 6 microns à 10 nanos, la meilleure résolution possible. De 6 microns à 10 nanomètres. La résolution temporelle, c'est-à-dire le temps pour faire le tour, pour faire un scan et reconstruire, c'est passé de quelques heures à une fraction de seconde. On est capable d'utiliser le contraste de phase, le contraste de diffraction, la laminographie, et puis les lignes qui proposent ce genre de manip se sont aussi multipliées. ID15, ID11 à l'ESRF, Tomcat SLS, Psyché, et puis au Japon, partout les gens font ça. Parce que c'est particulièrement utile, je vais essayer de vous le montrer ensuite pour la science des matériaux. Voilà. Et puis en parallèle, en fait, à partir des années, on va dire 2005, on s'est mis aussi à disposer de tomographes de laboratoire qui commençaient à être intéressants pour la science des matériaux avec une résolution de type 1 micro. Le nôtre, on l'a acheté en 2007 par exemple, c'est un des premiers dans les labos de matériaux. Alors, juste pour rappeler ce qu'on obtient comme type d'image, avec n'importe quel type d'image 3D, le résultat, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire une coupe, mais pas seulement une coupe, on va dire une pile de coupes. Et une fois qu'on a cette pile de coupes, eh bien, on peut analyser des choses, par exemple faire des segmentations de phases et les voir vraiment dans la complexité de leur forme réelle en 3D. Donc c'est un volume 3D qu'on reconstruit. Et on le reconstruit, pour ce qui est des rayons X, de manière non destructive. Donc on va pouvoir observer des évolutions, apprécier des dégradations, tout ça sous différents types de chargements. Donc c'est la deuxième partie de l'histoire, en fait, la partie imagerie et test en même temps qu'on fait ces observations. En fait, ça a commencé tout de suite. Enfin, tout de suite, évidemment, quand on sait qu'on peut avoir non destructivement l'image 3D, on a envie de faire un essai de traction, un essai de compression et d'observer les matériaux comme ça. Donc on a commencé un peu autour de 95, après le temps d'écrire la publi, par de la traction. Ce transparent-là, c'est un peu historique, un peu parallèle entre la région Rhône-Alpes, on va dire, et puis la région francilienne. Il y a quelques noms ici des collaborations. Alors après, c'est un peu aussi par mon prisme, des collaborations que nous, on a eues. Mais en 2000, imaginez, c'était à l'époque où le CNRS était encore capable de faire des programmes matériaux, des espèces d'actions collaboratives type ANR entre différents labos. Donc on avait commencé à appliquer ces essais de traction et essayer de faire des matériaux exprès pour que la Digital Volume Correlation fonctionne. Avec Michel à l'époque et Dominique. Les premiers maillages à partir des images autour de 2003.
Ensuite, Jean-Yves s'est beaucoup orienté vers la branche fatigue des métaux. Donc il a par exemple encadré Henri Proudhon. Il y a eu le projet Prop avant fils avec le LMT qui a fait beaucoup avancer le dialogue entre la DVC et les manips de fatigue. Voilà, des manips en température, des manips en traction à chaud, de la compression de matériaux poreux, par exemple entre moi et François, de la pression hydrostatique, de l'indentation, par exemple dans le cadre de la thèse de Amine Bouterf avec Saint-Gobain Recherche, qui s'est terminée il y a 3 ans. Et donc, bon, plein de choses en fait. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, hein, mais je le redis, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. D'abord, on peut le faire à plusieurs échelles. Je vous donnerai peut-être quelques exemples. Ensuite, on peut faire presque tout type de chargement mécanique, thermomécanique. Alors, il faut que ça reste simple, mais il y a des choses même assez compliquées qui ont été faites. Si on couple ça avec de l'analyse d'images 3D, avec des simulations qui sont basées directement sur les images réelles de la microstructure et des mesures de déformation qui permettent de comparer expérimental et numérique, on a une panoplie d'outils qui sont largement utilisés dans les labos, y compris les labos de la Fédération francilienne, et qui commencent à permettre d'analyser les problèmes d'une manière un peu différente de ce qu'on faisait il y a 20 ans. Alors, pour analyser les problèmes, si on veut faire des essais in situ, il y a juste 2 transparents un peu technologiques, mais il faut des dispositifs qui permettent de solliciter dans un tomographe. Alors, dans tous ces dispositifs, vous avez souvent un tube comme ça, un tube transparent. Il est transparent non seulement à l'optique, mais il est transparent aux rayons X aussi. On ne le voit quasiment pas sur les projections, et en plus, on le voit de la même manière sous tous les angles. Donc, c'est ce type de machine qu'on utilise. Alors, celle-ci, c'est les machines synchrotron. Et puis, celle-ci, c'est les machines labo. Alors, en région francilienne, il y a Michel qui a une panoplie aussi de quelques machines. Et puis, il y a des machines qui sont en train de se construire. Donc, tout ça, c'est bien connu maintenant. Alors, vous remarquez la particularité, la différence entre les machines de labo et des machines synchrotron. Les machines synchrotron, elles sont grosses un peu, parce qu'on n'a pas de contrainte sur la taille du tube. Par contre, en imagerie labo, on a une contrainte, c'est que si on veut faire de la forte résolution, on est obligé de s'approcher le plus proche possible de la source de rayons X, puisqu'on est en faisceau divergent. Donc il faut se rapprocher pour grossir. Et bon, si vous voulez vous rapprocher le plus près possible, il faut des tubes le plus fins possible. Bon, voilà, j'ai fait à peu près la partie technologique historique et technologique de ces méthodes. Donc maintenant, je vais aborder le premier exemple. Alors, c'est la thèse de Julie de Villard et c'est la suite de la thèse d'Amine Bouterf, dont j'ai parlé précédemment. C'est une thèse CIFRE avec Saint-Gobain Recherche, que je co-encadre avec Sylvain Meille. Et puis, le contact à Saint-Gobain, c'est Xavier. Et on travaille avec Stéphane sur une série de modèles et d'analyses. Alors, c'est un bon premier exemple parce qu'il y a à peu près tout dedans. D'abord, c'est avec un labo francilien. Et puis, il y a à la fois de l'analyse d'images 3D, des mesures de DVC et du calcul basé sur les images. Alors comme je vous l'ai dit au début, tout n'est pas fini et complet, mais au moins ça vous donne une idée de ce qui peut être fait avec ces méthodes. Alors la première chose que Julie a faite à Saint-Gobain Recherche, c'est fabriquer des matériaux un peu en contrôlant la microstructure. J'espère que vous voyez bien, mais en fait, grosso modo, alors c'est du plâtre, il y en a, c'est de la plaque de BA13, hein, sauf que ici ils essaient de l'alléger, et pour l'alléger, ils font des bulles d'air dedans. Et alors ce que vous voyez en noir, c'est les grosses bulles d'air. Ce que vous voyez, par exemple ici, c'est du plâtre. Et vous voyez qu'en fait que le plâtre lui-même n'est pas une phase solide, c'est une phase qui contient de la mésoporosité qu'on voit, c'est les petits points noirs ici. Et si on zoomait, alors on l'a fait, hein, je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais si on zoome dans les parties blanches, eh ben ça non plus, c'est pas solide, c'est aussi des aiguilles enchevêtrées avec une certaine porosité. Donc une échelle à différents points d'intérêt multiples qui convient d'analyser. Donc Julie a fait plusieurs... Là, le truc principal, c'est changer la densité en mettant plus de bulles.
Bon, ça, c'est un truc, dans les matériaux poreux, on sait que la densité, c'est l'ordre 1 qui contrôle les propriétés mécaniques. Donc, on l'a fait un peu comme ça. Puis après, on a essayé de changer un peu la phase solide ici, en changeant de type de poudre qui sert à faire le plâtre, ou en changeant le rapport entre l'eau et le plâtre. Ça, c'est très classique sur un chantier, hein, rapport eau sur plâtre. Et puis, on peut aussi faire des bulles plus petites. Bon. Alors, juste une seule illustration de traitement d'image 3D. En fait, à partir de ces images, on peut obtenir toute une série d'informations. L'information d'ordre 1, c'est le taux de porosité. Il suffit, on peut faire des seuillages, compter les grosses, compter les petites, etc. Donc le taux de porosité. On a aussi envie de mesurer la taille des porosités. Alors la taille des porosités, ça va très bien quand on est capable facilement de séparer chacune des bulles. Donc, quand c'est des bulles, ça se sépare assez facilement. Il y a des méthodes de watershed. Dominique en a proposé plein, Dominique Gelin. Donc une fois qu'on a mis une couleur différente dans chacune des bulles, à ce moment-là, on peut faire de la statistique en fait. On peut tracer des histogrammes de taille, de forme, etc. C'est déjà un peu moins facile pour la taille des petites bulles qui sont, ce que j'ai appelé la mésoporosité. Alors là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait des méthodes morphologiques pour faire des cartes d'épaisseur. On fait des érosions-dilatation et on arrive l'objet est complètement connecté, mais on arrive quand même à mesurer localement l'épaisseur de l'objet. Et puis on peut aussi calculer la tortuosité, c'est-à-dire le rapport entre la distance quand on parcourt la face blanche, par exemple, donc, et puis rapporter à la distance en ligne droite. Donc c'est le caractère tortueux du chemin de déplacement dans la phase. Voilà. Bon, rapidement, donc quelques résultats. Hein. Ici, en fonction de la densité, quand on augmente la densité, on augmente la tortuosité. Quand on augmente la densité, on augmente ce qu'on appelle... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du chemin minimum. Ça, c'est aussi relativement intéressant par rapport à la mécanique et à la rupture. En fait, bon... On s'en sert ensuite pour caractériser et pour différencier nos différentes architectures. Voilà, et puis très important, degré 1, les niveaux de porosité. Donc on est capable de mesurer les macropores, on est capable de mesurer les mésopores, et du coup on en déduit, parce que comme on connaît la densité quand même macroscopique globale, on en déduit la fraction de ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les micropores qui sont entre les aiguilles enchevêtrées. Bon, alors après, Julie, en fait, ces plaques de plâtre, elles sont... Ce qui les caractérise au niveau du constructeur, c'est la résistance à l'enfoncement d'un clou. Quand on met une cheville dedans, par exemple. Et donc, le test fatal pour la plaque, c'est l'enfoncement de clou. Alors, l'enfoncement de clou, nous, on le simule par de l'indentation, en fait. De l'indentation, et pour que ce soit plus facile, on fait de l'indentation sphérique. Avec un indent en ABS de diamètre 6 mm. On a un échantillon, alors vous voyez une des machines que je vous ai présentées tout à l'heure. Ici c'est au tomographe de labo et vous avez un tube tout fin et un tube de 10 mm. À l'intérieur vous avez un morceau de plâtre de 5 mm de diamètre, entre 5 et 8. Et puis on va venir indenter ça. Alors les forces qu'on atteint ne sont pas très importantes, on va au maximum à 200 newtons. Et puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des scans à différentes résolutions. C'est-à-dire une résolution où on voit tout l'échantillon, à peu près à 5 microns, et puis une autre résolution où on se rapproche et on voit que le cœur de l'échantillon à 2 microns. Voilà, c'est à peu près le type d'image que vous allez voir après. Bon, et puis bien sûr, on est capable de mesurer la courbe force en fonction de la pénétration de l'indent. Alors, typiquement, ce qu'on voit, c'est ça. J'espère que vous voyez bien, mais... Bon, on voit donc notre plâtre, et puis on voit descendre un indent à 5 microns, donc on voit la totalité. Et puis on voit des choses, en fait on voit que les bulles se remplissent, enfin il y a propagation d'un espèce de front, d'une zone endommagée. Et principalement ce qu'on fait, c'est qu'on on effondre les bulles. Et donc on fait augmenter la densité dans une espèce de couronne qu'on va essayer d'analyser ensuite. Alors j'aime bien aussi le prendre vu de dessus. Là, on est dans une coupe au milieu, l'indent arrive, et puis on voit qu'il y a aussi pas mal de fissuration, comme ça, du matériau, et de la densification.
Donc ça, c'est ce qu'on voit un peu de manière un peu macroscopique. Finalement, c'est ce que Amine avait déjà vu, Amine Bouterf dans sa thèse. Voilà. Donc, en fait, là, ce qu'on voulait faire de particulier, c'est de regarder à 2 microns, c'est-à-dire de regarder de manière plus précise. Alors, cette image-là, elle est un peu noire, mais bon, on voit la même chose en fait, mais là on est capable d'analyser complètement au moins la mésoporosité, et puis on va pouvoir s'en servir comme une information. Donc le même type de visualisation vue de dessus, où on voit à nouveau, par exemple, des porosités qui petit à petit se remplissent. Alors évidemment, elles se remplissent par le dessus. On fait descendre, on pousse de la matière, et puis petit à petit on effondre ce qu'il y a dessous, et on remplit les porosités, on les effondre et on les remplit. Voilà. Alors, c'est là où commence un peu la partie analyse d'image et la partie mesure de corrélation. En fait, on fait de la corrélation entre les différentes étapes. Donc, je ne vous montre pas une carte de déplacement parce que finalement, pour l'instant, ce n'est pas tellement ce qu'on utilise. Ce qu'on utilise, c'est plutôt les résidus de corrélation, c'est-à-dire les endroits où la corrélation s'est mal passée, et ça nous permet de bien définir la zone endommagée. Donc on seuille les résidus, on grossit un petit peu et on a à peu près, de manière assez simple, la forme de la zone endommagée. Et puis ensuite, on prend ça et on s'en sert de masque pour aller récupérer les particularités de la zone endommagée, c'est-à-dire quelle est la nouvelle fraction volumique dans la zone endommagée, etc. Bon, pour l'instant c'est assez simple, hein. Là, ici, ce que vous voyez, c'est un seuillage 3D sur les résidus. Donc voilà, petit à petit, on voit la taille de la zone endommagée augmenter, et puis on va être capable de mesurer des choses dans cette zone endommagée. Alors, la première... Stéphane nous a soufflé une idée toute simple en fait. À partir de la microstructure initiale, si on imagine qu'on y descend un indent, numériquement, hein, sans aucune expérience, on peut peut-être essayer de retrouver la force, la courbe, pardon, force pénétration. Bon, c'est un modèle où justement on va prendre la matière qui est dans cette zone et on va la pousser dans cette zone. Enfin, ce qu'on dit, c'est que la phase solide qui est contenu ici sous la bille, plus dans la zone déformée, la somme totale du solide qu'il y avait au départ doit se retrouver en fait. Donc on essaye de trafiquer un petit peu les images comme ça. Donc virtuellement on fait descendre une bille, on regarde quelle est la fraction de solide là, et on imagine qu'elle doit se retrouver dans une cupule en dessous. On suppose que la cupule elle a une forme sphérique et ça nous permet de trouver une nouvelle densité, enfin ça nous permet de trouver une profondeur indentée. Alors pour trouver une profondeur indentée, il faut faire une hypothèse sur quelle est la fraction de solide dans cette zone endommagée. Et en fait, au lieu de faire une hypothèse, mieux, on va aller la mesurer en fait. Parce que si on mesure justement, ça c'est le volume de la zone, et ça c'est la fraction de micropores dans la zone. Et en fait, très rapidement, on tend vers une espèce de fraction un peu constante dans cette zone. On a à peu près 80% de matière, et puis on pousse. Et évidemment, comme la quantité de matière augmente, on pousse de plus en plus et on fait une zone endommagée de plus en plus grande. Bon, alors après, il y a une astuce pour calculer la force. On passe par le travail et la masse déplacée pour calculer en fait ce dont on a besoin. Ce qu'on voudrait, c'est retracer force en fonction de delta H. Donc pour trouver la force, on utilise ça et on fait une hypothèse, c'est que la force en fonction de la profondeur d'indentation, elle est linéaire. Donc c'est à peu près vérifié sur les expériences. On a besoin de ça pour mouliner la totalité. Et au final, bon, je vous passe les détails, hein, je vous montre les résultats. Alors les différentes courbes rouges, c'est différents endroits dans un scan. Sans qu'on ait comprimé, on essaie de voir si avec la méthode, on peut retrouver la courbe contrainte déformation, force, profondeur d'enfoncement. Alors on y arrive à peu près. Par contre, ce qu'on n'a pas dans ces courbes-là, c'est ces brusques changements déformation importante à force nulle qui décalent la courbe, parce que nous, évidemment, pour l'instant, on ne prend pas en compte l'endommagement. Hors de l'endommagement, on a vu qu'il y en avait, et il y a des mécanismes. Bon, donc voilà, c'est une petite chose toute simple. Une deuxième chose, un peu plus compliquée, c'est que maintenant, est-ce qu'on est capable de prendre cette microstructure et puis de numériquement y enfoncer un indent? Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on fait un maillage. Alors
c'est inscrit ici, hein, on ne maille que les macropores. Ce serait beaucoup trop compliqué de descendre à l'échelle des mésopores et des micropores. Donc on maille les macropores et par contre on mesure la quantité de mésopores. Ça c'est relativement facile, hein. Dans un volume d'éléments qu'on peut superposer à ça, on peut compter le ratio entre la face grise et la face blanche. Ici par exemple. Donc on a des petites macros Python qui prennent chacun des éléments et qui mesurent localement quelle est la fraction de mésopores et qui classent l'élément dans une famille. Bon, c'est grossier, hein, mais on le fait souvent ça en fait. Enfin, le dialogue entre des images, une mesure dans une image, et puis un calcul élément fini qui va tenir compte d'une variabilité du matériau dans l'image. Par ailleurs, il y a des travaux dans la littérature qui peuvent nous dire quelle est la variation du module et de la contrainte d'écoulement en fonction de la porosité. Donc l'élément, on le classe en porosité et du coup on lui attribue des propriétés mécaniques qu'on va lire, qu'on va lire dans la littérature en fait. Voilà, donc bon, ça commence à marcher. Donc Julie a encore 6 mois pour finir complètement de le faire marcher. Pour l'instant on fait juste un seuil élastoplastique et on regarde. Alors évidemment c'est très très loin de ce qui se passe dans la réalité. Il va falloir qu'on mette des choses compressibles, etc. Mais pour l'instant elle arrive à faire un peu descendre une sphère. Et là ce que vous voyez c'est la comparaison directe. Alors vous les voyez bien vous? Bon. C'est toujours un peu sombre, mais la coupe de départ, c'est la même que celle-ci. Et donc l'idée, bien sûr, c'est d'améliorer en comparant directement la vraie indentation et puis l'indentation simulée. Alors ça marche bien au début. Pour voir si ça marchait bien, au début, en fait, j'ai fait la différence entre l'état initial et oui, la surface, elle est ici, là. Hein. La surface, l'indent, il est là. Et puis, j'ai fait la différence entre la position ici et la position ici. Enfin, premier état de déformation et puis état initial, c'est-à-dire juste quand on touche la surface. Et alors, ce que vous voyez, ce qu'on voit ici, donc la différence, partout, c'est quasiment zéro. C'est normal, on ne bouge pas trop, sauf dans la zone indentée. Et puis ici, vous voyez des zones de grosses différences parce que des grosses porosités se sont effondrées. Et ce que j'ai voulu essayer de faire, c'est de comparer entre l'expérimental qu'on voit ici et puis le calcul que Julie a pu faire. Bon, alors si je fais ça et ça, bon, je ne les ai pas mis au même endroit, mais bon, il y a des choses qui se reconnaissent et des endroits où ça ne se reconnaît pas. La cinématique au départ, c'est pas trop mal. Mais après, évidemment, ça se corse. Voilà, ça c'est la comparaison directe. On reconnaît un peu ça, ça et ça. On reconnaît un peu que là, ça bouge. Mais manifestement, pour lui, ici, ça bouge. Alors que nous, ça bouge. Enfin, dans la réalité, ça ne bouge pas. Sans doute parce que ça s'est effondré plus vite à droite qu'à gauche. Bon, donc ça... J'arrive à la fin de mon premier exemple, un exemple où il y a un peu de tout. Tout n'est pas terminé, mais en tout cas, ça vous donne le potentiel de ce que par exemple, de ce que des très bons mécaniciens pourraient faire beaucoup plus vite que nous. Ou en tout cas, l'intérêt, c'est, à mon avis, de faire dialoguer le calcul avec l'observation. Donc, je passe à mon deuxième exemple. J'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à E20 à peu près? E25? Ouais, enfin, garde un petit temps entre les questions. Bon, donc j'arrête à E20, ça va? Écart ou E20? Écart E20, ok. Bon, deuxième exemple, une thèse CIFRE à nouveau avec Michelin et co-encadrée par Damien Durville et moi-même. Donc Damien Durville, vous voyez, au MSS Math, hein, donc les câbles et multifil. Pour parler rapidement et simplement. Et en fait, le sujet de la thèse de Aurélien, c'était, il a soutenu il y a 2 ou 3 mois, des cordes textiles torsadées à fibres continues. Enfin, moi j'appelle ça des ficelles, en fait. Et donc, on a fait 2 choses, un peu la même chose que ce qu'on a fait avant, en peut-être un peu moins complet. On a fait la caractérisation de la structure. Alors là, on apporte énormément de choses, parce que la structure d'une ficelle, on croit la connaître, mais en fait, voyons ce que c'est expérimentalement, et on va voir que c'est un peu différent de ce qu'on croit. Et puis, Aurélien a aussi fait un modèle analytique de... Bon, c'est ce qui intéressait Michelin, hein, ne pas avoir à faire plein d'essais, mais avoir un modèle analytique pour calculer la courbe entre la force et l'allongement.
Voilà. Alors, c'est fascinant, en fait, ces ficelles, parce que si on commence à mélanger... Alors, les ficelles sont tordues à l'avance, elles ont... Hein, si on les laisse sous forme alignée, en fait, elles partent en vrille, et donc, il faut les vriller pour qu'elles se tiennent. Donc, on vrille les brins, et ensuite, on associe des brins. Donc il y a plein de choses qui sont très importantes, la torsion notamment, le fait que la ficelle soit équilibrée. Si on prend 3 brins en nylon par exemple, avec le même nombre de fibres, on va parler d'un truc équilibré, mais on peut aussi faire des choses déséquilibrées. Et si on commence à faire des choses déséquilibrées, on commence à avoir des comportements très très compliqués. Ici, vous voyez un mélange entre des fibres d'aramide, en jaune, on les reconnaît, hein, et puis peut-être du nylon ou du PET, je ne sais plus. Mais en tout cas, quand on tire là-dessus, en fait, l'aramide prend toute la déformation, et puis l'autre, qui a un module beaucoup plus faible, est obligé de s'entortiller autour. Donc, c'est assez compliqué. Ça peut être potentiellement... alors, c'est un atout pour les concepteurs de pneus ou de n'importe quelle chose qu'on veut renforcer avec une ficelle. On va pouvoir avoir on peut obtenir différents types de comportements en changeant l'équilibre, etc. Donc, alors c'est une manip in situ, hein. C'est de la traction in situ dans ce cas-là, parce qu'en fait c'est très, très important de connaître la force qui est sur le câble au moment où on l'observe. Donc on met ça dans un système, vous reconnaissez un peu la machine, là c'est le tube, il est transparent, et puis il y a un système un peu classique de ce qu'ils appellent de l'embarrage, pour éviter que ça casse systématiquement à l'endroit où on attache. Il faut faire le tour de rouleau comme ça. Bon, ça casse quand même trop tôt. Hein, c'est pour ça que je ne vais pas trop parler d'endommagement, je vais parler du début de la traction. Alors, en fait, ce qui est... là où on a beaucoup apporté, c'est dans la caractérisation des trajectoires, les trajectoires expérimentales. Parce que les trajectoires, jusqu'à maintenant, elles sont supputées. C'est-à-dire, on imagine que, bon, on a des hélices, ou je vais vous en montrer un certain nombre de modèles. Bon, là, Aurélien, il scanne 35 mm de long pour son fil, et puis il va être capable de reconstruire quasiment, alors pas tout à fait, hein, mais quasiment toutes les trajectoires. Alors il y a une étape un peu magique là de traitement d'image. On cherche le centre des fibres, et puis on regarde à quel moment il s'est déplacé dans le plan du dessus. Bon. Et donc on arrive à reconstruire quasiment la totalité des trajectoires. Vous voyez qu'on avait des fibres en nylon, des fibres en PET et des fibres aramides. Bon, c'est très joli, j'ai pas l'animation, mais quand on se déplace le long, on voit les fibres qui se déplacent, et visuellement c'est assez joli. Alors ensuite, pour essayer de faire des modèles, les gens ont fait des concepts en fait. Ils se sont dit, bon ben, grosso modo, je pense que la fibre, dans un brin tout seul par exemple, ça c'est des modèles de brins tout seul, elle peut sans doute, la fibre, elle doit avoir une hélice parfaite, hein, avec une amplitude constante. Bon, il y a des gens qui se sont dit non, ça ne doit pas être ça, c'est certainement avec une hélice, avec une variation linéaire, ou alors parabolique, ou alors sinusoïdale. Quand on a ce qui est vraiment important en fait pour calculer le câble, en fait c'est la distribution des orientations élémentaires. Vous voyez ici, on peut définir pour chacun des tronçons d'une fibre, on peut définir une orientation locale. Et ce qui est très important pour mesurer, pour calculer le comportement, c'est d'avoir la distribution, toutes les orientations locales qui sont possibles. Donc, en prenant différentes hypothèses, on arrive à différentes formes potentielles de distribution d'orientation. Ça, c'est le modèle linéaire, ça, c'est le modèle de Géone. Et ce que vous voyez ici, c'est comment ça change en fonction des torsions. À nouveau, c'est très important. Si on prend une torsion de 10 degrés, eh ben, évidemment, on va avoir des angles qui sont proches de 10 degrés. Mais si on retord le fil de façon plus importante, ben, on va avoir des... Voilà, donc alors, en fait, les gens ne savent pas. On ne sait pas quelle est la vraie... la vraie, donc on commence à le savoir. En pratique, voilà une trajectoire d'une fibre. Bon, je vous montre une fibre ici. En fait, il y en a plein. Et donc, pas très facile. Enfin, bon... Pas très facile, c'est ni cela ni cela, bon c'est ça. Alors nous on les a toutes, donc on peut calculer des distributions d'orientation dans un câble tout seul, dans 2 brins torsadés, 3 brins torsadés. Et donc ça donne ça. Par rapport à l'axe du câble, ben voilà, à 230 tours par mètre, alors je sais pas combien ça fait de degrés, mais on a ça. Et puis si on tord plus, on a des orientations qui s'élargissent. Si on en met 2,
par rapport à nouveau à l'axe du brin, eh ben, on a deux populations. Et puis si on en met 3, ben, on n'a pas 3 populations, on a une espèce de convolution encore plus large de différentes orientations. Bon, ces différentes orientations, c'est important parce que mécaniquement, c'est ça qu'on va chercher à faire tourner en fait, pour aligner avec l'axe de rotation, l'axe du brin, pardon. Donc ça, c'est la théorie. Si on essaye de regarder, de comparer des distributions expérimentales avec des modèles de distribution qui existent, ben, il n'y en a pas une qui donne la même distribution angulaire. Bon, vous allez voir que ce n'est pas si grave que ça par la suite. Pour continuer, parce que vraiment c'était la partie intéressante, pour continuer dans ce qui se passe comment les fibres sont orientées dans un brin, on peut aussi regarder la moyenne des orientations, c'est-à-dire dans une petite boîte ici, on va venir pour cette coupe faire la moyenne dans cette portion angulaire, quelle est l'orientation. Alors si on prend un brin, là j'ai pas mis l'image, mais imaginez ici un brin tout seul, par rapport à l'axe du brin, on mesure ça. Plus on tourne, donc les fibres au centre sont plus alignées que les fibres à l'extérieur. Hein, les angles sont petits au centre, et plus on va vers l'extérieur, plus on a... Bon, c'est assez logique quand même. Hein. Bon, le fil tourne autour. Bon, voilà. Ça, c'est la distribution dans une section, typiquement. Après, la distribution dans une section, quand on a 2 brins, on peut la voir soit par rapport à l'axe du brin, comme ça, donc le dessin est faux. Hein. Ce dessin-là, il est ici. Donc, soit par rapport à l'axe de la corde, pardon, ce que je dessine en ce moment, ou alors soit par rapport à l'axe local du brin qui est en train de tourner. C'est pas difficile en fait à faire. Hein. Et donc, si on regarde la même chose que ça par rapport à l'axe de la corde, on trouve quelque chose. Alors, il y a la chose la plus frappante, c'est qu'à l'endroit où les 2 fibres, où les 2 brins se touchent, en fait, on a une augmentation, on a des contraintes qui forcent les fibres à tourner, en fait. Après, si jamais on se place dans cet axe variable qui évolue en fonction de la longueur du fil, on retrouve ça. C'est-à-dire, on peut comparer avec ça, on devrait être pas si loin. Alors, effectivement, on retrouve le fait qu'au milieu, on est moins désorienté et à l'extérieur on est plus désorienté, mais on trouve aussi la trace de cette contrainte qu'il y a entre les 2 ficelles, enfin les 2 brins de la ficelle on va dire, et qui nous force à nous orienter différemment. Voilà, donc ça c'est le résumé. Alors une chose aussi très intéressante, par rapport à l'axe du brin, les orientations, les gens ont toujours pensé que par rapport à l'axe du brin ça devrait être quasiment nul. C'est-à-dire que grosso modo, pourquoi? Parce que en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les brins sont d'abord ramenés à 0 avant d'être réembobinés. Au début, on les tord pour pouvoir les manipuler en fait à l'état élémentaire. Et ensuite, avant de les assembler 2 par 2, on les détord de la même torsion qu'on leur a mis. Donc ils redeviennent alignés. Et puis ensuite, c'est pour donner de la cohésion qu'on les tord en fait. Hein. Donc ils reprennent de la cohésion à la dernière étape qu'on appelle le surtordage. Bon. Et donc, comme on les détord, les gens faisaient l'hypothèse que normalement, ça, les histogrammes en pointillés, bah, ils auraient dû être quasiment tous autour de 0. Bon, la variabilité du système fait que pas tout à fait, il y a des variations d'orientation. Alors, le modèle analytique, je vais aller très rapidement parce que j'arrive au bout de mon temps. Mais grosso modo, pareil, le travail des forces. Et donc, on cherche la force en fonction de la déformation. Et donc, il nous faut la distribution des angles. Ça, je vous ai montré qu'on l'avait. Il nous faut la force élémentaire d'une fibre qu'on ne mesure jamais sur une fibre. On mesure sur la totalité des 50 fibres qui constituent la ficelle et on divise par 50. Enfin bon, c'est ce qu'ils appellent le filet en fait. Et puis ensuite, il faut une dérivée de la relation entre la déformation des fibres et la déformation de la corde. Et là, c'est là où Aurélien a apporté quelque chose. C'est-à-dire que dans cette dérivée, il est très important de tenir compte de la contraction de la fibre pendant la déformation. Et cette contraction, nous, on la mesure directement quand on fait des essais de traction. Puisque c'est très facile de savoir quel est le changement de section du brin de fibre pendant la déformation. Voilà. Bon, alors là, je vous disais, finalement, les distributions, bon, il fallait quand même les calculer, il fallait les comprendre, mais au final, sur le modèle, ça a une importance minime. C'est-à-dire que si on prend l'angle moyen,
Là, par exemple, regardez la courbe noire. Ça, c'est avec la distribution complète. Et ça, c'est avec la moyenne de la distribution. Bah, finalement, avec l'angle moyen, ça marche déjà pas si mal. Donc ensuite, on a beaucoup travaillé avec l'angle moyen. C'est un peu frustrant pour le thésard, qui a passé du temps à caractériser les trajectoires. Mais bon, alors après, bon, bah, ça surprend personne, mais le modèle, il marche plutôt pas mal. Ça, c'est toujours comme ça, hein. Quand on y rentre un peu les choses pertinentes. Bon, ce que vous voyez, c'est des comparaisons entre les expérimentales en pointillé et puis numérique, enfin, et analytique dans ce cas-là, hein. Bon, ça marche dans beaucoup de cas, y compris dans un cas un peu compliqué où on a, vous voyez, vous avez deux plateaux comme ça, enfin, deux modules comme ça. Parce qu'on a un module pour la phase molle, et puis un module, enfin, pour le type de fibre molle, et un module pour le type de fibre rigide. Bon, je vais finir par... évidemment, on travaille avec Damien sur des fils. On ne va pas s'empêcher de faire du multifil, utiliser le logiciel multifil pour faire un pendant numérique au modèle analytique. Donc, au début, on a essayé, enfin, ils ont essayé, on va dire, Aurélien et Damien, parce que moi, je serais bien incapable de faire ça, mais de tordre, de faire un tordage. En fait, la structure obtenue après tordage, absolument irréaliste. En fait, si on veut avoir une bonne structure, il faut simuler le tordage réel, parce que réellement, on passe, enfin, on tord comme ça, en fait, à partir d'un point fixe, et on tord plus loin, et on tire. Et donc, si on veut avoir la bonne structure, il faut faire la simulation du retordage. Une fois qu'on a la simulation du retordage, on peut essayer de tracer au moins la CFA, ce qu'ils appellent la courbe force allongement du brin, enfin du fil. Et donc, bon, on a une bonne concordance entre le résultat du modèle et puis... alors pour l'instant, vous avez vu, on s'est arrêté à un fil tout seul. Pour la suite, il y aura peut-être plusieurs brins. Bon, faut que j'arrête là. C'est bien. Allez, je passe à la conclusion. Je suis désolé, je vous montre en vitesse l'exemple électrique. Où là, ce que vous voyez, c'est une batterie qui charge et qui décharge. Et à la décharge, il y a des fissures. Je cite juste rapidement qu'on, dans ce domaine-là, on travaille avec François, parce qu'on fait de la FFT sur les images. Et puis ça, je le garde pour la prochaine fois, tant pis. Et je vous laisse ma conclusion. C'est une conclusion classique, hein, tout est bien. Merci. Merci. Je suis désolé, j'ai mis un peu la pression. Non, mais... Ben oui. Mais j'en ai jamais, tu verras. J'ai une question sur justement le dernier calcul que vous venez de montrer. C'est bon. Sur l'attraction du fil. Ah. Dans le calcul, vous tenez compte des contacts et des frottements entre tous les bras? Oui. Le multifil, c'est un des avantages. Tient compte de... Alors, pour ce calcul-là, le modèle de frottement, il est relativement simple. Mais l'avantage de multifil, c'est qu'il gère les contacts. Et éventuellement de la friction. Ici, on a dû mettre 0 friction. C'est ce qui marche le mieux. Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus de l'expérimental. Mais si on a envie de numériquement tester l'effet du frottement, eh ben, c'est multifil qu'il faut utiliser. C'est un modèle adapté. Et donc là, c'est sans friction que ça colle le mieux au... Oui, c'est avec une friction, enfin un modèle de frottement libre, quoi. Mais en fait, quand on réfléchit bien, les fibres, elles ont peu envie de se déplacer les unes par rapport aux autres. Elles tournent comme ça, mais au point, en fait, souvent, elles restent figées. Là, ce qu'il y a dans le modèle, c'est un contact glissant parfait. Juste de ton point de vue, j'ai vu que tu as présenté plein de défis côté acquisition et des défis côté traitement d'image, comprendre les données, etc. Et donc de ton point de vue, quel est maintenant le plus... on a besoin de plus de travail dans quelle direction? Direction acquisition ou direction traitement d'image Non, c'est dur ce que tu demandes. Oui. Non, alors il y a des cas où l'acquisition est très facile en fait, mais il y a des cas où l'acquisition est tellement difficile qu'elle rend le traitement impossible. Donc dans les cas où l'acquisition est facile, il faut évidemment s'orienter, enfin mettre la force
sur le traitement et sur le dépouillement. Si possible, faire la totalité de ce qu'on vient de montrer, c'est-à-dire des mesures de déplacement, des comparaisons avec l'expérience, etc. Mais il y a encore des cas où vraiment avoir l'image de départ, c'est difficile. Justement, tiens, ça me permet de... Tu vois, là, ça c'est du liège avec de la colle. Et là, quand on essaie d'avoir ce type de... Quand on a ça, c'est très difficile d'identifier chacun des grains de liège. Donc, si on avait des meilleures images de départ, ce serait plus facile. Réponse de Normand. Juste avant de passer à la question, est-ce que l'orateur suivant peut s'approcher? Ça commence à s'installer, comme ça on peut continuer l'émission. Ouais. C'est sur ton PC, hein, c'est ça? Eric. Oui, ouais. je vous écoute. Hein. En fait, tu as parlé des développements, ça revient un peu à la question d'Yann, mais tu as parlé des développements techniques, synchrotron, etc. Mais en termes de traitement de données, en fait, qu'est-ce qu'il faut, il faut que, quand tu fais des tomographies à 20 Hz, l'acquisition va beaucoup plus vite que le retraitement. Et qu'est-ce qu'il y a comme besoin en matière de, je sais pas, calculateur, etc. pour traiter ces données-là? Combien de temps ça prend par rapport à la manip? Tu peux parler un peu de ça? Oui, effectivement, la plus longue partie d'une manip, c'est l'après-manip. La reconstruction, mais ça c'est bien géré en général par le synchrotron ou par le logiciel du tomographe. Ça, c'est pas ce qui prend du temps. Mais par contre, quand il y a des analyses compliquées, des mesures de DVC, ça c'est très très long. Et c'est pas tellement long finalement en calcul. C'est long en conceptualisation. Qu'est-ce qu'on va faire comme mesure? Oui, là, c'est sûr qu'on a du travail pendant un moment, c'est bien. Mais c'est effectivement cette partie-là qui est le fait qu'on ne publie pas tout de suite. C'est pas parce qu'on n'a pas les images, c'est parce on met du temps à les traiter. Alors, on est presque prêt. Une dernière question? Non, alors moi juste une toute petite, parce que c'est vraiment la curiosité. Sur la première manip que tu as présentée d'indentation sur les bétons, la variation du plâtre. Ouais, du plâtre. La variation de densité, c'est essentiellement le remplissage des grosses porosités. C'est toutes les porosités. À l'œil, pour l'instant, visuellement, plutôt oui. Mais il y a aussi de la densification.